merci d'être là, contrairement à ma voix qui n'est pas là, tout à fait. J'espère que ça va pas être trop gênant pour vous, je vais faire au mieux. Donc je me présente Oriane Chevasson, je suis responsable de l'élevage conservatoire d'Outarde-Canepetière qui se situe à Zoo-Odyssée. Et donc je suis en compagnie d'Étienne de Rive-Goth, à qui je passerai la main dans quelques secondes, et puis je reprendrai les diapos un petit peu plus tard pour vous parler de l'élevage. Et donc on va vous parler du renforcement des populations d'Outarde, Canepetière en Poitou-Charentes, et on va notamment faire un bilan 2017-2023. Bonjour à tous, moi c'est Étienne Debenay, je suis du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Donc cette présentation à deux voix, on va parler de l'Outarde Canepetière. Alors, je vais juste resituer un peu l'espèce pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien. Donc l'Outarde Canepetière, on l'appelle chez nous la canepetère. C'est une outarde un oiseau qui fait environ 45 cm et c'est une poule quoi, qui fait à peu près 1 kg et une envergure de 100-115 cm. Donc c'est une espèce protégée en Europe. Elle a des multiples statuts et notamment elle est en danger en Poitou-Charentes. Et annexe 1 de la directive oiseaux, ça permet d'avoir un certain statut pour la protection de son habitat. Et elle bénéficie d'un PNA, un plan national d'action, ce qui permet à l'échelle nationale d'avoir une certaine cohérence dans les suivis qui sont réalisés et dans sa protection. Brièvement, elle niche dans des prairies. Les femelles nichent dans des prairies, mais les mâles ont besoin d'habitats assez ouverts. Alors, on voit un mâle en haut de la slide, et en bas, c'est une femelle. Et à l'automne, le mâle arbore un plumage d'hiver, donc il ressemble largement à une femelle, comme on voit sur la gauche. Ouais. Et du coup, le mâle a besoin d'un habitat assez ouvert pour être visible des femelles. Et ensuite, après l'accouplement, la femelle va se nicher dans une prairie haute à l'abri des regards. Donc là, elle va pondre entre 2 et 4 œufs. Et c'est juste la femelle qui va s'occuper des jeunes jusqu'à leur envol à peu près à 25 jours, mais ils sont vraiment indépendants au bout de 50 jours, 50-60 jours. Donc ça, c'est pour poser un peu le contexte sur l'outarde de son espèce. Après, c'est une espèce qui a pas mal diminué. La courbe là n'est pas très très positive. Du coup, elle a réduit de 90% sa population en l'espace de 30 ans. Donc en 75, vous voyez qu'elle était largement répartie sur une diagonale française. Là, on n'en a plus que dans le Poitou-Charentes. Enfin, on dirait région centre, en gros, Poitou-Charentes et région centre, et sur le pourtour méditerranéen. Alors nous, on va surtout s'intéresser à la partie région centre, parce que la partie pourtour méditerranéen, c'est une autre sous-espèce. Nous, on va s'intéresser à cette souche-là, qui est une souche migratrice, et ces outardes-là, elles hivernent en Espagne. Donc il reste environ 300-350 mâles chanteurs. On compte que les mâles, puisque les femelles, je l'ai dit juste avant, on ne peut pas les compter, on ne les voit pas en fait. Donc on compte que les mâles et ça nous donne un peu un proxy du nombre d'oiseaux. Ces menaces, donc elles sont nombreuses pour cette espèce. D'abord, c'est la destruction de son habitat, donc ça va être la destruction des nichés qui est souvent involontaire par les agriculteurs lors des fauches, parce que les agriculteurs ne peuvent pas savoir s'il y a une outarde qui niche dans leur parcelle, parce que les prairies sont un peu hautes. Le manque de ressources alimentaires, la disparition des insectes en fait. Les outardes peuvent de moins en moins arriver à nourrir leurs jeunes. La fragmentation des habitats aussi liée à l'urbanisation, les collisions avec les infrastructures comme les routes, les lignes électriques, probablement aussi les éoliennes. Le braconnage, alors ça reste très marginal, mais ça peut arriver, on a eu au moins 2 cas dans le Pays Basque français et espagnol, mais c'est assez marginal. Et la prédation, principalement par des renards, mais c'est aussi un cas un peu à part puisque c'est des choses qui sont liées à une dégradation de l'habitat, donc le renard se reporte sur des espèces comme nous. Donc je vous parlais du plan national d'action, donc c'est le 3e pour cette espèce, donc il est jusqu'à 2029. Il est coordonné par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la LPO France. Et il est décliné après à l'échelle locale, par exemple en Deux-Sèvres, par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Il y a plusieurs actions, il y a une dizaine d'actions dans ce plan national d'action. Donc la principale, c'est la préservation des habitats, notamment par la mise en place de mesures agro-environnementales avec les agriculteurs. Donc là, il y a un très gros partenariat avec le monde agricole. Ça représente 10 000 hectares à l'échelle du Poitou-Charentes qui sont mis en place
avec les agriculteurs. Et aussi l'acquisition de nouvelles parcelles, notamment en lien avec le Conservatoire des espaces naturels. On a aussi un travail sur la réduction de la mortalité, notamment, ça c'est plus pour la partie sud avec les terrains d'aviation, mais aussi un travail qui est mené par la LPO France sur les lignes électriques. Et après, toute une mission de suivi de population, de protection de nichés. Le travail, forcément, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renforcement des populations, dont on va développer un peu la mission, et après, il y a toutes sortes d'actions sur l'acquisition de valorisation de données, et l'animation du réseau national. Du coup, je continue là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de protéger ces nichés. Donc d'abord, pour protéger les nichés, il faut les trouver. Donc comme je vous ai dit, l'outarde, ça niche dans une prairie qui est haute comme ça, donc on ne peut pas la voir. Donc il y a 3 manières, on va dire, de trouver une nichée d'outarde. La première, ça va être le suivi au drone. Donc on va suspecter une parcelle dans laquelle il y a un nid d'outarde parce qu'on a vu des comportements reproducteurs à proximité de cette parcelle. Donc on va passer un drone avec une imagerie thermique, détecter les sources de chaleur et essayer de trouver une outarde. Donc c'est par exemple ce qu'on voit sur la photo du haut. Bon, c'est une photo en lumière visible, mais il faut imaginer qu'on avait observé aussi de nuit à l'imagerie thermique. Donc ça c'est une première méthode. La deuxième, c'est lors de suivi de fauche. Avec certains agriculteurs, on va dans les machines avec eux et on fait la fauche avec eux, et quand on voit une femelle d'outarde s'envoler, potentiellement on détecte un nid et on cherche les œufs. Donc ça c'est la deuxième méthode. Et la troisième, ce sont tout simplement les femelles qui sont équipées de balises GPS, soit issues du centre de sauvegarde, soit capturées en nature. Donc on en a une ici, avec sa balise GPS sur le dos, et forcément du coup, avec la balise, on trouve les œufs. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on trouve un nid? On contacte l'exploitant. Donc soit c'est une parcelle qui est en mesure agro-environnementale, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intervention pendant sa période de reproduction, donc impeccable. Normalement, la nichée pourra aller jusqu'au bout. Quand ce n'est pas le cas, en fait, on a des crédits du plan national d'action qui nous permet de débloquer de l'argent pour acheter la culture. Donc, on achète 1 hectare de culture, ça nous permet de protéger avec l'agriculteur 1 hectare autour du nid de l'outarde. Et à peu près dans tous les cas, on met une clôture de plus en plus autour du nid pour éviter la prédation des œufs. Dans tous les cas, quand un nid est trouvé, on va réaliser ce qu'on appelle un prélèvement d'œufs qu'on va envoyer à Zoodicée. La femelle, elle va couver des faux œufs en plâtre. Donc, vous avez peut-être vu sur le stand du département aujourd'hui. Et au moment de l'éclosion, on va remettre que la moitié des œufs sous la femelle. Alors, pourquoi on met que la moitié? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'une des principales menaces, c'était aussi la réduction des insectes. Donc une femelle, par exemple, sur une nichée de 4, elle ne va pas forcément arriver à élever 4 jeunes bien. Donc on va lui en remettre 2 pour qu'elle arrive à élever 2 jeunes assez bien. Voilà. Donc c'est ça. Donc, par exemple, là sur cette photo, il nous tarde. Donc c'est à peu près le contexte dans lequel on les trouve. Si vous voyez, on voit une petite tache blanche au milieu, c'est le GPS. Donc là, c'est de plus près. Donc les nids, ça ressemble à peu près à ça. On remplace les œufs. La femelle revient généralement dans la demi-heure après notre intervention. Et elle recouvre ses œufs en plâtre. Voilà. Donc ensuite, ces œufs-là, on les envoie à Zoodicée. Et c'est là que tu interviens. Donc Zoodicée, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est à 20 minutes au sud de Niort. Donc c'est un parc qui est situé en sud de Sèvres, au niveau de la forêt de Chizé. On présente essentiellement de la faune européenne. On a environ 800 animaux sur 30 hectares. Et on a un service du département. Le parc fait ses 51 ans cette année. Je regarde si je dis pas de bêtises, il y a mon chef au fond. Et on a du coup comme mission la conservation des espèces. Alors c'est une mission qui est obligatoire pour les parcs, ça se fait sous différentes formes. À Zoodicée, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'ADN du parc. On a 3 élevages conservatoires sur le parc. Donc on a celui du vison d'Europe, de la cistude et de l'outarde. Et donc ce sont des projets qui font partie de PNA et qui sont soutenus financièrement par des subventions, par le département, la région, l'État et l'Europe. Donc l'élevage conservatoire à Zoodicée, je vous ai mis quelques petites photos pour que vous vous rendiez un petit peu compte de à quoi ça ressemble. C'est un projet qui a été récupéré en 2015 par le département, du coup sur le site de Zoodicée. Avant il était géré historiquement par la LPO.
Et il s'est vraiment fabriqué au cours du temps. Au début, il n'y avait que vraiment très peu d'oiseaux, il y avait un préfabriqué, etc. Voilà, maintenant, on a un beau bâtiment en dur qui est très fonctionnel, une parcelle avec des volières. Et on est à l'autre bout du parc par rapport à l'entrée, sur une zone qui est interdite au public pour le calme et la tranquillité des outardes. C'est des oiseaux qui sont quand même assez stressés. Donc voilà, pour qu'elles se reproduisent tranquillement et pour leur bien, elles sont visibles mais de loin. On a aussi une clôture électrifiée qui fait tout le tour de la parcelle pour forcément les protéger des prédateurs. On a des volières pour nos reproducteurs et des volières pour nos poussins sur le site. Et on a aussi un plan de biosécurité qui est très très important, enfin même primordial. Moi et mon équipe, on s'occupe des outardes, on s'occupe aussi de certains oiseaux sur le parc. Pour éviter de transmettre des pathogènes d'une zone à l'autre, on a des changements de chaussures, de tenues, etc. Je pense que vous avez tous entendu parler de la grippe aviaire. Voilà, quand on est en période à risque, on renforce encore ces mesures de sécurité. Et voilà, l'idée, c'est de protéger nos oiseaux à tout prix et de faire très attention à ne pas faire rentrer de pathogènes dans la zone. On a aussi du coup une volière sur le parc immersive où vous pouvez voir des outardes. Donc celles-ci ne font pas partie du cheptel reproducteur. On les a élevées à la main, elles sont habituées à l'homme vu qu'elles sont au contact du public. L'idée c'est d'avoir des oiseaux qui sont peu stressés, assez cool. Alors l'idée c'est pas qu'elles viennent vous voir non plus, mais en tout cas voilà, si vous voulez voir des outardes de près, voilà, quand même assez chouette. On a aussi des oedicnèmes, des perdrix, des faucons cresserellettes dans cette volière. Pourquoi un élevage à Zoodicée ? Eh bien déjà, on a une situation géographique qui est vraiment top. On a nos partenaires qui sont à proximité. Donc on a le CNRS qui est juste à côté, le GODS, la LPO, on les voit un petit peu moins, mais voilà, on sait qu'ils sont pas très loin non plus. Et en plus, on est au cœur de zone à outarde. Il y a des noyaux qui subsistent pas très loin du parc. Donc ça, c'est très important et ça fait sens. Voilà, on n'a pas à traverser la France pour aller relâcher des animaux, surtout des oiseaux qui sont aussi fragiles. Donc voilà, vraiment une bonne position géographique. Zoodicée est aussi pilote de la fiche action du PNA dont Étienne a parlé tout à l'heure, donc renforcement des populations par l'élevage, et on participe à la protection de nichés. À Zoodicée, on a aussi du coup une équipe qui est vraiment dédiée à l'élevage, c'est ce que je vous disais, on a aussi quelques oiseaux sur le parc, mais sinon voilà, 90% de notre temps est consacré à l'élevage. Donc l'entretien des adultes toute l'année qui restent avec nous, et en période d'élevage, l'élevage des jeunes. L'idée, c'est aussi d'avoir un volet plus pédagogie auprès du public. Alors la mission, le fait que je sois là devant vous aujourd'hui, ça en fait partie. Et on a aussi des stands à différentes occasions sur le parc ou au CNRS, pendant le week-end de la conservation, la fête de la science, où on va communiquer sur ce qu'on fait justement avec nos élevages au parc. On partage aussi nos connaissances avec les partenaires du PNA. Ça peut arriver en fait qu'en captivité, on constate des comportements ou qu'on ait accès à des données comme des mesures sur nos œufs, etc., qui ne sont pas ou peu connues en nature. Donc on échange beaucoup avec nos partenaires par rapport à ça. Il peut y avoir des éléments de comparaison qui sont importants et la discussion est vraiment ouverte et c'est très important aussi pour avancer un petit peu sur les connaissances sur l'espèce. Il y a un deuxième élevage conservatoire qui se situe à la Haute-Touche, c'est à 1h30 d'ici. C'est un parc par contre là-bas qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle. Historiquement, il y a déjà eu une collaboration avec eux sur l'outarde qui s'est arrêtée. Et depuis 2018, on a relancé cette collaboration. Donc ils ont quelques adultes reproducteurs aussi là-bas. C'est intéressant aussi parce que je vous parlais tout à l'heure de grippe aviaire et de pathogènes. C'est intéressant de ne pas avoir tous ces oiseaux au même endroit. Ça paraît du coup logique quand on en parle, mais c'est vrai que voilà, si jamais il se passe quoi que ce soit, le fait de ne pas avoir tous ces oiseaux, d'avoir des oiseaux sur 2 sites différents, c'est aussi important. Donc les petites étapes de l'élevage, donc on a des volières que vous apercevez en haut, des volières tunnels, où on a nos adultes reproducteurs, on a une 40aine d'adultes en ce moment. En février, on détermine les groupes reproducteurs. Donc en fonction de l'affinité des oiseaux, c'est une période où il y a beaucoup de friction, on peut avoir des mâles qui s'entretuent, donc c'est pas l'objectif. Donc faites très attention à ça.
Et on fait aussi attention évidemment à la génétique, donc voilà, que les oiseaux soient le plus éloignés possible, même si il faudrait plusieurs générations avant que ça crée vraiment des problèmes, mais voilà, on évite. Et ensuite, avec l'équipe, on va commencer à récolter les œufs à partir du mois de mai. Alors en fonction de la météo, forcément, hein, tous les ans, on s'adapte un petit peu, il y a des décalages. Il a fait un temps assez spécial en début d'année. Donc voilà, cette année, typiquement, elles ont commencé à pondre un peu plus tard. Et ensuite, on récupère les œufs, on va les mettre dans des incubateurs, couveuses, pendant 21 jours. Si tout se passe bien aussi, normalement, si les œufs sont fécondés, on a les premiers poussins qui vont commencer à naître au mois de juin. Et ensuite, on va les passer en salle d'élevage. On a des box. La première semaine de vie en fait, des poussins, ils sont très fragiles, très dépendants de nous. Donc, ils sont dans des box au chaud, sous lampe chauffante, dans le bâtiment. Et ce sont des oiseaux qui ne vont pas manger tout seuls, sinon ça serait trop facile. Dans la nature, la femelle va aller chasser des insectes et leur emmener tout au long de la journée. Donc nous, on doit aussi reproduire ce comportement. Donc on va nourrir les poussins toutes les heures et demie les premiers jours. Et puis on va espacer au fur et à mesure et on va essayer de les rendre autonomes le plus vite possible. On les pèse aussi évidemment pour surveiller le bon développement des oiseaux. On a plusieurs étapes comme ça et on va finir par les passer en volière dès qu'ils sont aptes à être en extérieur, avec ou sans lampe chauffante en fonction de l'âge et du plumage des oiseaux. Et quand ils sont prêts à être relâchés, donc nous on estime qu'à 60 jours à peu près, quand ils font 600 grammes, ils sont prêts à être relâchés. Le plumage est bon, au niveau du poids aussi, on estime que c'est correct, 600 grammes pour les lâcher. On sait qu'ils vont encore se muscler, prendre un petit peu de poids en nature pour se rapprocher en termes de poids des adultes. Mais voilà, c'est aussi la bonne période pour les lâcher parce que ça se déroule souvent au mois de septembre. Courant septembre, on lâche tous nos oiseaux. Alors on fait des lots quand on les lâche parce que vu qu'ils naissent pas tous en même temps, forcément il y a des décalages. Et au mois de septembre, c'est une bonne période pour les lâcher parce qu'il y a des rassemblements doutards dans la nature. L'idée, c'est que nos oiseaux aillent rejoindre ces groupes, s'inclure dans les groupes, les imiter, les suivre, les imiter aussi pour se déplacer pour manger. Et on espère partir en migration avec eux en même temps qu'eux. Donc l'élevage conservatoire, donc on a des protocoles d'incubation, d'élevage, d'entretien des adultes qui sont retravaillés chaque année. Alors là, il y a des gens de mon équipe dans la salle, elles vont être ravies que j'ai mis des photos d'elles cette tenue. On a testé, depuis cette année, on met des tenues de camouflage pour aller nourrir les oiseaux. L'idée, forcément, c'est de relâcher des oiseaux qui ont un comportement le plus sauvage possible. Le problème, quand on élève à la main, donc, c'est qu'ils s'habituent à nous et qu'ils nous identifient comme étant des parents et des distributeurs de nourriture. Donc l'idée, c'est qu'ils n'aillent pas voir les gens une fois qu'ils sont en nature. Donc cette année, voilà, on a opté pour cette option-là et ça a vraiment bien marché. Donc je vous ai mis quelques petites photos pour me venger d'elle. Non, je les aime bien. Donc voilà, on a vraiment une amélioration continue dans les protocoles. Chaque année, on va dire, ok, qu'est-ce qui a marché cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut modifier pour l'année d'après. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'œufs, un maximum de fécondés, un maximum d'œufs qui vont finir par éclore et un maximum de poussins qui survivent. Parce que toutes ces étapes-là, mine de rien, il y a un petit peu de perte à chaque fois et voilà, pas forcément évident. Donc en termes de bilan, on est à une centaine d'œufs issus de nature accueillis à l'élevage depuis 2017. Et on est, alors j'ai marqué 249, mais on en a lâché 40 il y a 2 mois. Donc on est à presque 300 oiseaux maintenant lâchés depuis 2017. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques photos et puis je vais repasser la parole à Étienne qui va vous parler de la suite après les lâchers. Donc ensuite, nous on prend le relais pour les lâcher. Donc avant tout ça, Oriane disait qu'on les bague, donc on va à l'élevage et on va poser des bagues comme ça. Alors une bague officielle du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, la bague en métal, donc c'est pas la bague que vous allez pouvoir relire à distance, tout observateur. Par contre, celle qui est au-dessus, on la voit beaucoup mieux. Donc ça, tous les oiseaux ils sont bagués comme ça, avec des codes différents évidemment, pour les déterminer et les lire à distance.
c'est le même code qui est répété sur les deux pattes. Alors des fois il n'y en a qu'une sur chaque patte, mais c'est souvent le même code. Certains oiseaux sont équipés de balises GPS, donc on peut le voir sur US là. Avec un émetteur, en fait, on essaye d'équiper entre 20 et 45% des oiseaux qui sont des oiseaux lâchés. Voilà à peu près le bilan du nombre d'individus lâchés par an. Donc vous voyez que c'est pas linéaire du tout. Et 40 cette année, du coup, on équilibre un peu. Donc c'est sûr que pour le suivi à la fois pour l'élevage et pour nous en post-lâché, bah, c'est pas la même chose entre 2020 et 2023 en termes d'investissement. Voilà. Donc on a entre 1 et 4 sites de lâchés en Poitou-Charentes. Tous les lâchers sont déterminés de la même manière. Donc c'est sur une zone de rassemblement. Alors on avait dit, hein, c'est à l'automne, donc c'est en mois d'août-septembre. Donc c'est sur des rassemblements post-nuptiaux, donc des rassemblements après la reproduction. Généralement c'est dans des couverts de colza ou des couverts hivernaux, dans des zones où il y a des mesures agro-environnementales, avec l'accord des agriculteurs et la participation, enfin l'information en tout cas sur les ACCA. La chasse ouvrant en septembre, il faut qu'ils soient aussi au courant qu'on ait des espèces protégées dans ces zones-là et que ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et ça c'est cool. Donc nous, dès le 15 août, on commence à repérer les parcelles, on pose des clôtures électriques aussi, tant qu'à faire. On clôture des parcelles d'environ 3-4 hectares. Alors souvent, en fait, on clôture aussi les parcelles dans lesquelles il y a les sauvages. Donc on va clôturer des fois des parcelles où il y a déjà les sauvages qui sont dedans. Donc on clôture à peu près une semaine avant le lâcher. Et le jour du lâcher, quand on a de la chance, dans la clôture, il y a les sauvages et on lâche les oiseaux issus d'élevage de cette manière-là. Et elles vont piéter jusqu'à rejoindre des oiseaux sauvages. Et elles finissent en général toujours par les retrouver. Donc ça, c'est les 4 sites de lâcher. Ménigout, c'est dans le blanc un peu au-dessus là. Niort est à gauche. Donc on a une zone qui est assez historique au milieu là, c'est Sainte-Blandine. Donc ça, c'est un site de lâcher qui existe depuis 1997. Donc je ne l'ai pas dit juste avant, mais le programme de renforcement de population, ça n'a pas démarré en 2017. Hein, ça date un peu. C'est depuis la fin des années 90 que ce programme-là a eu lieu. Mais on a repris juste un peu les choses depuis 2017. Ça a juste changé de gouvernance. Sainte-Blandine et Aulnay en Charente-Maritime. 2 sites assez historiques. Et après, on en a rajouté 2 assez récemment. Saint-Georges-de-Rex dans le Marais Poitevin et Loubillet dans le sud des Deux-Sèvres, quasiment en Charente. Donc ces 4 sites, en fait, ils sont choisis de manière pas du tout aléatoire. C'est des sites en tension en termes de reproduction de moutarde, de préservation de moutarde. Donc c'est pour ça qu'on fait les renforcements dans ces zones-là. Et aussi dans ces sites-là, c'est sur des sites où les populations, où les rassemblements, on arrive à bien les suivre. Donc c'est aussi important que les oiseaux d'élevage s'intègrent aux oiseaux sauvages. Donc les résultats en termes de... On va parler beaucoup de survie et de mortalité, parce que forcément là, elles sont plus dans les volières, donc elles sont soumises à tout. Il y a eu vraiment deux périodes en fait dans ces moments de relâcher. La première période c'est 2017-2019, sur laquelle on ne mettait pas de clôture, on faisait quand même des suivis. Donc on avait quand même une mortalité assez importante, parce que du coup, il suffit qu'il y ait un renard qui passe pendant la nuit après le lâcher, généralement il fait un carton. Ce qui est moins arrivé quand même dans les années suivantes, entre 2020 et 2023, on a quand même nettement baissé cette mortalité post-lâcher. Ensuite, la survie. Donc la survie juvénile, c'est le fait d'arriver à survivre depuis le moment du lâcher jusqu'à l'année suivante. Elle est d'environ 30%, 30-40%. Alors c'est des chiffres à affiner, hein, on ne les a pas encore bien peaufinés. C'est un alternant, la Louis Poiseau, qui bosse là-dessus au CNRS de Chizé et puis au GOTS. Donc tous ces chiffres-là sont en constante évolution. La survie, une fois que les oiseaux sont arrivés à l'âge adulte, par contre, il y a une très bonne survie. Ils arrivent jusqu'à 80%. On a des oiseaux qui vont jusqu'à 80% de survie, avec une moyenne d'âge qui est autour de 4 ans à peu près sur les oiseaux lâchés. C'est comparable à ce qu'on observe sur les oiseaux sauvages. Ces suivis-là, donc là on voit des photos d'oiseaux lâchés. En fait, ils sont faits pendant les 10 semaines qui suivent le lâcher. Et forcément, nous les salariés du groupe Ornitho ou de la LPO, on ne peut pas être là pendant 10 semaines. Donc il y a un très gros investissement
des bénévoles, il y en a une partie qui sont ici cet après-midi, et du groupe Ornitho, de la LPO, pour être assez régulièrement à lire les bagues, à savoir où sont les oiseaux, est-ce qu'ils sont bien avec les oiseaux sauvages, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les suivre, parce que soit la végétation est trop haute, soit elles sont plus là. Donc depuis 2017, alors sans compter 2000, je ne sais plus si je compte 2023, mais ouais, il y a eu à peu près 15 départs en migration, des oiseaux qui sont venus aussi, et des oiseaux qui ont fait des sacrés périples. Alors je montre les meilleurs, hein, parce qu'il y a des oiseaux qui font un peu des trucs bizarres. Bon, il y en a un là sur la droite qui fait un truc un peu bizarre. Du coup, elles vont en Espagne pour certaines, qui sont suivies par GPS. D'autres restent hivernantes en Poitou-Charentes. Malheureusement, il y a aussi un peu de mortalité, j'en parlais avant, et du coup ça arrive aussi beaucoup pendant la migration. Des collisions avec des lignes électriques. Alors cette photo elle a été prise dans un jardin à Bordeaux. Les gens qui sont rentrés chez eux le soir ont vu ça. Bon. Et en fait, il y a une ligne électrique juste à côté. Il y a aussi des collègues espagnols qui ont retrouvé une moutarde sous un nid de gros rapaces type aigle. Bon, ça arrive. Donc voilà, 14 collisions, ligne électrique, 19 prédations. Souvent, les prédations, ça reste quand même chez nous, en Poitou-Charentes. Et c'est souvent de la prédation terrestre. Et je disais 4 suspects en France-Espagne. Donc c'est pas trop ce qui est arrivé. Disons qu'elles sont mortes bizarrement. Voilà. Par contre, les années suivantes, pour terminer quand même sur un point positif, c'est qu'entre 20 et 30% des oiseaux sont revus à 2 ans. Donc ça, c'est quand même assez valorisant. Et ces oiseaux-là, je le disais tout à l'heure, elles participent à la reproduction. Donc là, on a notre plus vieille femelle, SA. Donc elle a été lâchée en 2000. Je sais pas, elle a 13 ans en tout cas. Elle a fait sa 13e année de reproduction cette année, donc pour une femelle c'est assez énorme. Et l'année dernière par exemple, il y a 3 femelles qui ont de l'élevage qui sont à l'état naturel, qui ont participé à la reproduction, sur lequel on a sauvegardé les nichés. Puis petit à petit en fait on va en avoir de plus en plus, puisque vous avez vu on augmente le nombre d'oiseaux lâchés, on augmente aussi la technologie GPS, et on va encore ramener de plus en plus d'oiseaux, de plus en plus d'œufs à l'élevage. Les Odyssées vont encore avoir plus de travail dans les années à venir. Voilà. Merci à tout le monde, à tous les partenaires et tous les bénévoles qui font un suivi sur cette espèce-là. Voilà. Une petite vidéo du temps. Ah ben non. Peut-être vexé. Si vous avez des questions, il faudra parler fort ou je répéterai parce qu'il n'y a pas de micro. Bon, c'est tout. On voit pas de vidéo. Désolé. Si vous avez des questions. Oui. Comment est-ce que vous choisissez les auteurs qui vous posent des GPS? Donc les outardes, comment on les choisit? Du coup, c'est en fonction de la taille, l'état de santé. Elles ont un check-up veto en fait au moment du bagage. Donc déjà, si l'oiseau il a un problème de santé, genre un souffle au cœur ou une aile qui n'est pas forcément en forme, déjà lui, il ne va pas prendre de GPS parce que ça lui rajoute un peu de poids. Et après, on essaye d'équiper plutôt des femelles parce qu'on sait que ça va participer à la repro derrière. Et voilà. Après, c'est un peu au feeling souvent. Est-ce qu'il y a, je sais pas, c'est peut-être trop loin dans le temps, mais est-ce qu'il y a des projets de relâcher ou de réintroduction dans les bastions ailleurs que les massifs centrales Du coup, déjà à l'échelle du centre-ouest, il y a un projet de renforcement de population dans la partie Indre-et-Loire. Donc déjà, c'est aussi une zone en tension sur la population migratrice. Donc là, déjà, ça fait déjà 2 zones. Il y a juste, on va dire, la partie
Thouarcey et Nord de Sèvres, Nord-Vienne, où pour l'instant c'est pas prévu. Et après, il y a un projet de renforcement, réintroduction dans la Valbonne. C'est vers Lyon. Voilà. Donc normalement, ça commence l'année prochaine. C'est un site militaire. C'est autour de... Voilà. C'est tout ce que je sais pas si En fait, juste pour préciser, il y a un comité scientifique qui prend des décisions pour le PNA. Et là, c'était vraiment les objectifs clairs du PNA affichés sont de déjà renforcer les noyaux subsistants. Et après, dans un second temps, le jour où, je touche du bois, on pourra faire 200 outardes par an, bah là, pourquoi pas, oui, effectivement, aller se permettre d'en lâcher ailleurs. Mais là, voilà, la mission pour l'instant, c'est de renforcer déjà les noyaux en centre-ouest. Est-ce que vous observez les parcours migratoires des animaux élevés en captivité de manière superposable aux animaux sauvages, ou est-ce qu'il y a une différence dans les parcours migratoires? Alors, super. Alors, là, on compare des oiseaux âgés d'1 an, donc novices, avec des oiseaux qu'on capture à l'état naturel qui sont adultes. Donc en fait, on ne compare pas la même chose. On n'a pas de jeunes sauvages équipés de balises GPS. Enfin, pas récemment. Donc du coup, ils font pas des trajets très fous. Ça part un peu dans tous les sens et on sent qu'ils ne sont pas expérimentés, qu'ils cherchent là où ils doivent aller. Et c'est pas le cas d'un adulte expérimenté où il sait où il hiverne, il y va et il se trompe pas, quoi. Alors étonnamment cette année, elles étaient plutôt en format direct, et puis il y en a une qui est partie en migration de manière assez impressionnante et tout de suite allée au bon endroit. Bon, ça n'arrive pas à chaque fois. Mais voilà, du coup on ne sait pas trop et il faudrait que pour ça on arrive à équiper des jeunes sauvages pour répondre à cette question-là. Ou suivi des anciens jeunes, ou des adultes plus expérimentés relâchés les années précédentes? Ben, les adultes, une fois, les adultes expérimentés qui ont réussi à partir en migration, eux par contre après derrière ils ont une migration qui était complètement normale, quoi. Une fois qu'ils avaient trouvé leur zone d'hivernage, après il n'y avait plus de soucis sur les allers-retours et ils les faisaient de manière assez bien, quoi. Et le premier aller-retour en fait il est assez déterminant et souvent elles galèrent, mais ils peuvent galérer à cause de la météo, à cause de plein de choses. Et c'est aussi arrivé sur des adultes qui restent. On a un adulte qui est resté pendant 3 semaines au pied des Pyrénées, à l'arrière d'une ferme, parce qu'en fait, il n'y avait peut-être pas une bonne météo, il ne pouvait pas passer les Pyrénées, quoi. Toujours sur les migrations, comme il y a des rassemblements post-nuptiaux importants, est-ce que l'on sait s'ils partent plutôt en groupe ou plutôt individuellement? Alors, s'ils partent en groupe ou individuellement, du coup, sur les GPS, on n'a pas de GPS jusqu'à maintenant qui sont partis en groupe. Ou alors, quand ils sont partis en même temps, on peut dire qu'ils sont en groupe, mais les GPS, c'est à 50 km l'un de l'autre. Donc, c'est un groupe assez éclaté. Alors, peut-être que, apparemment, dans le temps, ça existait, ces vols d'outardes. On parle beaucoup de vols de migration d'outardes, mais peut-être qu'aujourd'hui, les populations sont tellement petites que en fait, ce phénomène-là n'existe plus. Donc le vol de migration d'outardes, je suis pas sûr. Après, il y a une vidéo qui a tourné récemment en Azerbaïdjan, où c'est une outarde canepetière, mais c'est la sous-espèce orientale, où il y a eu 100 000 outardes qui ont été observées en migration. Juste après, je pense que ça doit être sur YouTube. Migration outarde Azerbaïdjan, c'est un truc de fou. C'est un vol de 100 000 outardes. Voilà. Bon, on n'a pas encore ça. Bientôt. Mais voilà. Comment vous décidez de la proportion d'œufs collectés dans la nature versus ceux qui sont produits dans l'élevage pour produire les jeunes chaque année? Parce que vous expliquez que vous avez récupéré 100 œufs sur 7 ans dans la nature, mais comment ça se passe? Combien, pourquoi, quels sont les objectifs? Attends, je réfléchis à la deuxième partie. Donc en gros, nous on a nos adultes reproducteurs qui produisent en fonction des années ce qu'ils produisent. Et en parallèle, donc il y a les équipes de terrain qui vont trouver des œufs. Ils nous les amènent systématiquement, ou presque. Mais ils en cherchent combien? C'est quoi l'objectif? C'est 20, 50, 100? Non, ouais. Non, c'est. Ouais, en fait, oui, mais même si c'est pas. En fait, déjà, il faut trouver les nids.
Donc, pour l'instant, la limite, c'est le fait de trouver les nids. Donc, les nids, on n'en trouve pas 50 par an. Là, cette année, on en a trouvé 12. Donc, voilà, déjà, ça calme un peu le truc. Donc, 12 fois 3,5, 3-4 œufs. Quoi. Et l'objectif du PNA, je crois que c'est une cinquantaine d'œufs ramenés à chaque centre. Comme ça. Donc voilà. Après, derrière, on remet systématiquement, quand on peut, les œufs sous les femelles, une partie en tout cas, pour qu'elles puissent les élever, parce que le but, c'est quand même pas de mettre nos femelles sauvages, enfin celles qui nichent à l'état sauvage, en échec, c'est qu'elles arrivent à aller jusqu'au bout. Et quand même en faisant ça, on a de la prédation des œufs en plate par les renards. On a les œufs en plate qui se font aussi prédater. Donc c'est quand même, on a une espèce de, même en prenant toutes les précautions du monde. Donc c'est quand même assez fou la prédation qui peut exister. Donc on a aussi besoin de faire ça pour au moins les œufs sont sauvegardés à l'élevage et ils sont relâchés en fin de saison. Oui, les poussins sont relâchés. Les poussins sont systématiquement relâchés. Mais on aurait pu dire aussi qu'on aurait pu les laisser se débrouiller dans la nature. C'est un choix que vous faites. Ouais, bah ça c'est le comité scientifique qui décide cette partie-là. Après, on pourrait faire, comme vous dites, donc ne pas intervenir du tout. On pourrait aussi se dire, on garde tout, ou on prend que la première nichée et on lui laisse les suivantes. Donc on la met systématiquement en échec. Là, on a choisi un peu l'entre-deux en se disant, on va pas volontairement la mettre en échec, parce que aussi, quand on met un oiseau en échec comme l'outarde, généralement, elle va pas répondre au même endroit, elle va peut-être changer de zone Natura 2000, changer de territoire. Donc le but, c'est qu'elle soit en succès localement si on a fait en sorte que l'habitat soit bon pour elle à cet endroit-là. Donc essayer qu'elle reste dans le coin et que ces jeunes après reviennent aussi dans cet environnement-là. Vous parliez de clôture autour de nids pendant le printemps, lorsqu'il y a des œufs. Quelle taille à peu près est utilisée? Les clôtures, donc ça, c'est un truc qu'on fait sur les courlis cendrés. On a initié ça au groupe Ornitho en 2018-2019 et du coup on a testé ça sur l'outarde l'année dernière parce qu'on avait un peu trop de nids à ramener. D'ailleurs, le dernier nid de l'année dernière on n'a pas pu le ramener à Zoodicée parce qu'ils étaient saturés. Donc, on a fait du coup une clôture électrique autour, on a mis 50 mètres par 50 mètres. En fait ça passe nickel, on ne savait pas trop parce que du coup on ne sait pas trop le comportement de l'outarde vis-à-vis d'une clôture. Et au final, elle saute par-dessus la clôture et elle revient à son nid après derrière. Okay. Et en fait, au moment de l'éclosion, même si c'est électrifié, les poussins arrivent à passer à travers. Le plumage, de toute façon, il est, on ne met pas du 220, hein. C'est du petit 12 volts et ça chatouille les museaux du renard, hein, c'est cool. Mais voilà, c'est vraiment très, très faible intensité. Donc les poussins, après, ils arrivent à vadrouiller tranquillement. Comment on explique qu'il y a des populations importantes naturelles comme dans le nord de Sèvres, là on ne fait rien, il n'y a pas d'élevage. Pourquoi il y a des populations si importantes? Du coup, dans le Toircet, la population elle a explosé. Alors, le Toircet, dans le nord de Sèvres, hein, c'est une zone Natura 2000 qui fait 15 000 hectares. Et en gros, sur cette zone-là, que je replace un peu pour tout le monde, c'est qu'il y a 75 mâles chanteurs sur 15 000 hectares. Et il y a à peu près la même chose dans le sud de Sèvres sur 150 000 hectares. Donc voilà. En termes de densité, c'est pas la même chose. Si vous voulez voir l'outarde, vaut mieux aller dans le Toircet. La différence, en fait, elle est liée à l'habitat. C'est beaucoup plus stépique comme plaine. Il n'y a plus une haie et le peu de prairies de MAE qui sont mis en place sont très favorables à l'outarde. En fait, les agriculteurs qui mettent en place ces parcelles-là là-bas font souvent il y a un SMIC qui est très light et en fait on a peu de matière à l'hectare et du coup on a beaucoup de ressources alimentaires comme les insectes qui profitent vraiment du sol calcaire et de pouvoir grandir. Donc ça ressemble vraiment un peu à la plaine de Crau hein, quand on se balade sur certaines parcelles, sur certaines prairies à outarde là-bas. Ce qui est complètement à l'inverse du sud de Sèvres où il y a encore beaucoup de prairies un peu plus intensives et l'outarde a du mal à choisir entre une prairie qui est conservée, enfin du mal à savoir si la prairie est en MAE ou quoi, il le sait pas. Donc du coup, il faut que, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Toircet où il y a toutes les prairies en fait c'est des MAE. C'est peut-être aussi lié à ça et à la différence de ressources alimentaires où on avait fait une étude sur les courlis qui a montré aussi que les insectes étaient beaucoup plus gros dans le nord de Sèvres que dans le sud de Sèvres, notamment lié à cette croissance qui est plus intéressante dans les MAE.
C'est probablement ça, mais pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. Une question plus sur le long terme, en termes, parce que ça coûte quand même très cher, je pense, ces élevages, ces mesures. Qu'est-ce qui, finalement, à votre avis, alors, c'est peut-être délicat de répondre, mais vous avez parlé d'AMAE, ça coûte aussi très cher, le renforcement coûte très cher, mais qu'est-ce qui rapporte le plus pour la population du Tarn? Le renforcement ou l'élevage? Vous allez me dire le renforcement, mais je veux dire, est-ce que les études sont faites comparativement en fait? Le but c'est quand même de long terme. Non, mais en fait, il y a deux choses différentes. Les MAE, ça permet de sauvegarder l'habitat. Le renforcement, ça permet de conserver la population. Donc, le but, voilà, c'est ça. Mais en même temps, on ne peut pas se dire, on met l'élevage de côté, on arrête l'élevage, on protège l'habitat, mais le temps qu'il y ait assez d'habitat pour que l'outarde soit sauvegardée, hop, là, il n'y a plus d'outarde. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a l'élevage. On garde en fait l'élevage pour essayer de conserver l'espèce, pour faire en sorte que, au moment où l'habitat sera suffisamment bon, on puisse continuer. En fait, l'un va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on essaie de continuer ça comme ça. Alors après, du coup, effectivement, les MAE, c'est sous perfusion de subventions. L'élevage et les actions qu'on met en place aussi. Et après, au niveau agricole, c'est pour arriver à amener des pratiques qui sont bonnes pour la biodiversité, pour l'outarde. Et ça, pour l'instant, sans subvention, ça existe très très peu, quoi. C'est marginal, donc on a quelques agriculteurs qui en font. Toute l'agriculture est subventionnée. Oui. Oui. Ça aussi. Est-ce que vous avez des données sur la survie la première année chez les oiseaux sauvages en comparaison des oiseaux lâchés, et pour savoir si l'efficace, est-ce que ces oiseaux finalement lâchés évitent les prédateurs aussi bien que les sauvages? Non, du coup ça date du dernier life outarde, cette donnée-là. Donc c'était en 2000, je crois, jusqu'à 2006, 2007, comme ça. Donc on en a pas récemment. Donc on a essayé de retrouver des oiseaux sauvages. Alors je crois qu'on en a bagué un, oui. Il y en a il y en a un ou deux qui existent encore, mais voilà, on n'a pas réussi à poser déjà d'émetteurs sur ces oiseaux sauvages. Et du coup, on a très très peu de données d'oiseaux sauvages jeunes bagués. Déjà, il faut arriver à les trouver. Et une fois que tu les as trouvés, il faut arriver à les choper pour les baguer. Donc c'est pas évident. Puis tout ça au mois d'août, dans de l'herbe haute comme ça. Ouais, pas simple. Donc on n'a pas encore cette info. Mais c'est prévu, hein, c'est dans la tête de ceux qui aiment bien capturer des outards. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.